Après avoir parcouru 4000 km depuis Tahiti, le paquebot le Boréal est maintenant en vue de l'île de Pâques. L'île mythique qui fascine par son isolement au cœur du Pacifique, intrigue par son histoire et attire par ses statues imposantes. Les hautes statues, les moaïs en langage pasquan, sont bien là, fidèles au rendez-vous. Chacun est venu ici pour les contempler, et sous le soleil, la première vision de l'île de Pâques est plutôt réussie. Mais c'est sans compter avec la houle qui balaye le mouillage et la mer qui déferle furieusement sur la côte de basalte. À cause d'un violent ressac, l'accès au petit port et le débarquement des passagers en chaloupe s'avèrent impossibles. Nouvelle déception. Le commandant décide alors de quitter l'ancrage de Angaroa pour se rendre dans la baie d'Anakena sur la côte nord-est, bien plus abritée. Le Boréal jette l'ancre face à l'unique plage de l'île. Avec son sable blanc, cette plage est un peu le paradis rêvé au cœur de la sévère et sombre île de Pâques. C'est dimanche, et de nombreux Pasquans viennent s'y détendre ou s'y baigner, indifférents aux moaïs qui leur tournent le dos. C'est ici même qu'ont débarqué vers le Xe siècle des navigateurs venant des îles Marquises. Arrivant sur de grands catamarans avec femmes, enfants, animaux et végétaux, ces hardis Polynésiens se sont installés durablement sur l'île de Pâques. Le plus ancien des moaïs, Ature Uki, domine le site d'Anakena depuis qu'il a été restauré et redressé en 1956 par l'explorateur norvégien Thor Heyerdahl. Les moaïs, plus de 900 sur l'île, étaient toujours érigés dos à la mer. Ils étaient la représentation des ancêtres chargés de protéger chaque village ou chaque tribu qu'ils dominaient du haut de leur piédestal. Mais à travers ces statues, que sait-on vraiment de l'île de Pâques? 300 ans après leur découverte par les Européens, les colosses de pierre n'ont toujours pas livré les mystères de leur naissance. Qui a construit, transporté, érigé avec quels moyens de levage autant de statues sur une terre aussi isolée et hostile, mystérieuse île de Pâques? Encore aujourd'hui, cette énigme retient l'attention et envoûte le visiteur. Cette terre perdue au milieu de l'océan suscite toujours les mêmes interrogations dont les réponses ne semblent pas près d'être trouvées. Qui, quand, comment, pourquoi? Au sud de l'île, sur le site de Vinapuu, le mur arrière d'une des plateformes est constitué de gros blocs de pierre soigneusement taillés et appareillés à joint vif. Technique d'assemblage inhabituelle à l'île de Pâques, mais que l'on peut retrouver avec un peu d'imagination au Pérou. Encore un mystère. En pasquan, un aou est une longue plateforme empierrée sur laquelle sont dressés les moaïs. Contrairement aux autres, l'aou Akivi, avec ses 7 statues, est le seul qui soit édifié au centre de l'île. Ces têtes impassibles ne protégeaient pas un village, mais regardaient la mer et fixaient un alignement de 2 monolithes indiquant la direction du soleil couchant. Ce monument, restauré au début des années 1960, a longtemps été le symbole le plus représentatif de l'archéologie pasquane. La plupart des moaïs étaient surmontés d'une coiffe cylindrique ou d'une sorte de chignon taillé dans le tuf rouge, une roche tendre extraite dans une carrière du centre de l'île. Quelques vestiges taillés sur place subsistent encore. Comme partout, les moaïs de l'aou Tongariki ont été renversés par les Pasquans eux-mêmes à la fin du XVIIe siècle. Dans les années 1960, un violent tsunami a fini de disperser les blocs déjà à terre sur plusieurs centaines de mètres aux alentours.
La restauration de la plateforme et le relevage des Moai ont eu lieu en 1994. Implanté au pied d'un ancien volcan dans un cadre sauvage et austère, l'imposante Aou Tongariki est surmontée de 15 Moai, dont l'un mesure plus de 9 mètres de hauteur. Après sa restauration, ce grand Aou est ainsi devenu le site mégalithique le plus célèbre de l'île de Pâques. Grandiose. Et bien se trouver au pied de 15 Moai impénétrables qui vous fixent, vous toisent et vous dominent, finalement cela rend humble. Tournant le dos à la mer, les 15 Moai de Tongariki semblent surveiller un autre site majeur de l'île de Pâques, le volcan Rano-Raraku, d'où a été extraite jusqu'en 1680 la pierre dans laquelle ont été taillées les quelques 900 statues disséminées autour de l'île. Ces dizaines de Moai fichés dans la terre s'avèrent beaucoup plus récents que tous les autres. Avec leur silhouette épurée, leur nez pincé et leur moue dédaigneuse, les Moai du Rano-Raraku ont l'air de regarder, de penser et surtout de jauger le visiteur qui les contemple. Tous les mystères de l'île de Pâques sont concentrés sur les pentes du volcan. Il est difficile de trouver des réponses convaincantes et irréfutables à toutes les questions restées en suspens sur le pourquoi du comment de toutes ces sculptures. Et pourtant, c'est bien en arpentant les pentes du Rano-Raraku que l'on ressent le plus toute la force et toute la magie de l'île de Pâques. Envoûtant, grandiose et impressionnant. À la fin du XVIIIe siècle, les temps sont devenus difficiles pour les Pasquins qui ont estimé que la vénération des Moai ne suffisait plus à l'équilibre de leur société. Ces Moai, qu'ils avaient pourtant sculptés et érigés en grand nombre, ne protégeaient plus suffisamment leur village ou leur tribu. La fabrication des statues sur le Rano-Raraku s'est arrêtée soudainement et à partir de 1680, tous les Moai de l'île ont été systématiquement et méticuleusement renversés face contre terre. Plus aucun n'était debout après 1840 et les habitants ont fini par les oublier. Les Pasquins ont donc abandonné progressivement la vénération des ancêtres et se sont orientés vers un autre culte, celui de l'homme-oiseau. Mi-homme, mi-dieu, l'homme-oiseau était désigné pour un an, unique chef de tous les clans, à l'issue d'un challenge initiatique. Au sommet du volcan Rano-Kau, le village de Rongo avait donc été édifié pour cette cérémonie annuelle. En attendant la désignation du chef, on s'entassait dans des maisons en pierre de forme oblongue juste pour dormir après y être entré en rampant par une porte basse et étroite. Au printemps, le vainqueur du challenge était celui qui ramenait au village le premier œuf de sterne pondu sur l'un des rochers situés en contrebas et devenait ainsi l'homme-oiseau pour une année. Après 1860, les Pasquins se convertissent progressivement au christianisme. Une petite église à l'architecture minimaliste a été édifiée dans le village d'Angaroa, mais les fidèles n'ont pas tout à fait renié leurs croyances passées en intégrant l'homme-oiseau à la décoration extérieure de l'édifice. Ainsi, tout le monde s'y retrouve. Avant que le boréal n'appareille à destination du Chili, il reste quelques heures pour se confronter aux Moai d'Anakena. Eux aussi ont été renversés face contre terre et rapidement recouverts par le sable accumulé par le vent. Ce n'est qu'en 1978 qu'un archéologue pasquin les a retrouvés, parfaitement conservés dans leur état originel. Quelques personnes sont déjà assises dans l'herbe et semblent méditer, recueillies au pied des statues impassibles. Dressés sur leur autel, les Moai se murent dans un silence énigmatique et toisent les touristes qui les contemplent et qui s'interrogent, curieux face à face. Alors,
Par quel processus normal ou démentiel les Pasquins ont-ils pu s'adonner à un tel culte du grandiose? Quelle aberration collective les a poussés vers cette prolifération délirante de statues de plus en plus gigantesques? On n'a toujours pas trouvé la clé qui permettrait de tout comprendre. Des doutes subsistent toujours sur le transport des Moai. Aucune hypothèse ne s'est avérée fiable et scientifiquement convaincante à 100%. Tout est possible, mais rien n'est vraiment prouvé. Alors qui? Pourquoi? Quand? Comment? Ces interrogations lancinantes, c'est toute la force profonde de l'île de Pâques, ce qui fait que l'on veut y aller pour savoir, ce qui fait que l'on veut y revenir pour mieux comprendre, tout en sachant d'avance que le mystère ne se dévoilera pas. Seuls les Moai d'Anakena connaissent les réponses et ils ne sont pas prêts de les dévoiler. Au bout de 3 jours d'escale, le Boréal quitte le superbe mouillage d'Anakena et entame sa navigation vers le Chili en suivant la côte nord-est de l'île de Pâques. Après que le bateau ait contourné l'extrémité orientale de l'île, quelques passagers se regroupent silencieusement à l'arrière des ponts, les yeux perdus dans le sillage. En arrière-plan, le profil du volcan Poike s'estompe lentement et finit par disparaître sous l'horizon. Et l'on comprend alors que l'île de Pâques, lentement absorbée par le sillage du bateau, gardera encore longtemps tous ses secrets. Le Boréal met maintenant le cap vers le sud-est et fait route directe vers Valparaiso au Chili, qu'il atteindra au terme de 6 jours de mer et un trajet de 3700 km, soit 2000 milles nautiques. « 86 personnes ont embarqué pour cette traversée. Des purs et des durs, avides du grand large et de l'horizon infini, prêtes à en découdre avec le Pacifique, ou plus simplement, prêtes à profiter du temps qui passe. Ce voyage en mer est un parcours de liaison entre 2 continents, l'Océanie et l'Amérique du Sud, à travers l'océan Pacifique sans escale possible. C'est donc un convoyage plutôt qu'une croisière classique. De ce fait, le bateau est au tiers de sa capacité et tout le rythme de la vie à bord devient plus fluide, encore plus détendu, moins formel. Durant 6 jours, le temps se déroule de lui-même, sans autre contrainte d'importance que les horaires des repas. Tout le reste n'est qu'une question d'organisation personnelle où chacun vit à son propre rythme selon ses envies ou ses centres d'intérêt. Une baleine et son baleineau s'invitent dans le programme de la croisière en jouant avec les traves du bateau. « 6 jours sans autre décor que la ligne d'horizon, cela peut sembler plus long que l'éternité. Pourtant, la déconnexion des passagers avec le temps qui passe se fait rapidement, en moins de 2 jours. La plupart d'entre nous ne sait déjà plus depuis quand nous avons quitté Pâques, ni combien de milles il reste à parcourir jusqu'à Valparaiso. Est-ce si important de le savoir ? Les conditions météo se sont montrées particulièrement stables pour ce voyage au long cours. Vent régulier de sud-est, force 4 à 5, une mer à peine agitée avec souvent une longue houle de sud. Rien de bien méchant. À la passerelle, le lieutenant et l'élève officier de quart continuent de reporter toutes les heures la position du Boréal sur la carte et surveillent l'horizon sans relâche, bien qu'il n'y ait aucun navire en vue. Le Pacifique Sud est un vaste désert maritime,
Aucune route commerciale ne le traverse, on n'y croise aucun cargo, aucun chalutier non plus. Les amoureux de la mer ou les rêveurs se retrouvent toujours à fixer l'horizon qui n'en finit pas de reculer avec le bateau. Chacun reste libre de contempler, libre de vagabonder mentalement. La mer n'est pas que de l'eau, c'est aussi un paysage perpétuellement mouvant, des couleurs toujours changeantes, des situations dont on prend le temps de s'imprégner. Inlassable contemplation. Imperturbablement, le Boréal trace un sillage régulier à travers le Pacifique Sud à la vitesse de 14 nœuds. 26 km/h, soit 336 milles nautiques parcourus quotidiennement, équivalente à 620 km. Mais l'avant-dernier jour à midi, la dernière carte marine est sortie de son tiroir et est posée sur la table de navigation. La côte de l'Amérique du Sud y est clairement dessinée et le cap tracé mène directement à Valparaiso, signifiant la fin prochaine de la croisière. Pendant 6 jours, chaque journée s'est déroulée, apparemment semblable à la précédente et pourtant toujours différente, sans que jamais l'ennui ou la lassitude ne soient apparus, même au bout de 6 jours. Dans le contre-jour matinal, le profil accidenté d'une côte apparaît timidement en filigrane au-dessus de l'horizon. L'Amérique, déjà. Certes, c'est l'Amérique, mais c'est surtout la fin irrémédiable de la croisière qui s'annonce. On distingue de mieux en mieux la côte, les collines en amphithéâtre qui cernent la baie de Valparaiso, puis les premiers faubourgs. La vaste agglomération barre tout l'horizon. Des cascades de maisons colorées et empilées les unes sur les autres semblent dévaler des pentes. Vu de loin, c'est un vrai patchwork d'habitations. Le Boréal navigue dans la baie de Valparaiso alors que la vedette du pilote vient à couple du bateau qui ralentit de plus en plus pour rejoindre le port. Nous passons tout près du dock flottant dans lequel le Boréal entrera en carénage dès ce soir, avant sa saison estivale en Antarctique. Le bateau accoste au pied du centre-ville. Les lourdes haussières sont rapidement lancées au lamaneur et le navire est solidement amarré au quai, marquant ainsi la fin de la croisière. Les bruits de la ville nous assourdissent déjà.
Ainsi s'achèvent 20 jours de navigation depuis Papeete, dont 6 journées non-stop depuis l'île de Pâques, soit un parcours total de 4500 milles marins, 8400 km à travers le Pacifique Sud. Une jolie balade. Avant l'ouverture du canal de Panama en 1914, Valparaiso était l'escale obligée de tout navire contournant l'Amérique du Sud. Malgré un déclin inexorable de son activité, Valparaiso est resté le plus important port militaire et commercial du Chili, et la ville a su conserver son atmosphère surannée et unique. Quelques vénérables funiculaires brinque-ballants partent à l'assaut des hauts quartiers de Valparaiso, d'où l'on peut profiter de larges vues panoramiques sur toute la baie, que l'on appelle ici la perle du Pacifique. Des rues en forte pente nous ramènent rapidement vers le port où nous retrouvons le Boréal qui est entré dans son dock flottant hier soir. En le revoyant dans cette position inhabituelle, la nostalgie de la croisière nous gagne déjà. L'heure du retour a sonné. Un long trajet aérien nous attend en direction de Paris. Peu après le décollage de Santiago, l'avion va effectuer une très large boucle pour gagner en altitude et franchir la cordillère des Andes. C'est ainsi qu'en survolant les environs de Valparaiso, nous pouvons jeter un dernier regard ému vers le Boréal, toujours en carénage dans son dock flottant.